faut l'enfermer. C'est pas possible. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du podcast NBA Extra en ce lundi. Aujourd'hui à mes côtés, c'est Fred Weiss qui me fait le plaisir de m'accompagner. Je me sens pas bien, mais oui, je suis là. Pourquoi pas bien ? Parce que c'est surprenant d'être là, tu vois. Il est venu, hein, il est déjà venu. Je suis déjà venu, oui, mais... Pour les plus grands habitués, ils s'en rappelleront. C'est les playoffs, là, c'est les finales de conférence, on n'est plus sur la même chose. Eh ben, vous venez pour le meilleur des moments. Voilà, c'est ça, j'avoue que c'est pas si mal finalement. Comment on se sent après une soirée où finalement Limoges reste à jamais le premier et toujours le dernier club français vainqueur d'une Coupe d'Europe ? En fait, beaucoup de gens m'ont posé cette question et en fait, j'aurais bien aimé que Limoges ne soit plus les seuls, parce que ça restera toujours à jamais les premiers, parce que c'était il y a tellement longtemps et ça c'est cool. Mais pour le basket français, ça aurait été important, parce que je sais que tout le monde pense que Monaco n'est pas dans le basket français. Si, ils jouent dans le championnat de France, donc ils font quand même évoluer notre championnat. Il y avait peut-être un peu moins d'engouement que si ça avait été vraiment une ville française. Mais... Oui, sans doute, oui, ça c'est une évidence, mais c'est vrai que ça m'aurait plu quand même. J'ai suivi le match avec attention et j'aurais bien aimé qu'un autre club qui évolue dans le championnat de France gagne cette Euroleague. Après, félicitations à Jassikevicius, à son équipe. Ils ont bien joué le coup, ils ont fait le plan de jeu qu'ils voulaient faire. C'est l'expérience, la dernière marche qui manque encore, le côté dans les moments très très chauds dans une finale. On a l'impression que Mike James, il était un peu trop. Mike James a voulu prendre un peu les choses à son compte et c'est assez logique. Hein, c'est ce type de joueur, il est capable de faire la différence. Donc oui, c'était un peu compliqué. Spanulis a commis quelques erreurs de coaching aussi, mais lui aussi, c'est un jeune coach. Il y avait beaucoup de pression. Il a quand même amené cette équipe en finale. Il faut quand même lui tirer un grand coup de chapeau. Oui, il y a encore des choses à améliorer. De l'autre côté, c'est quand même seulement le premier titre de Jassikevicius. Hein. Mais oui, donc finalement, enfin, en tant qu'entraîneur, je veux dire. Oui. Mais finalement, tu vois, c'est pas si facile que ça de gagner l'Euroleague. Il faut des années et des années. Et du côté du Fener, on connaît le chemin pour y aller. Dans les institutions, etc. 2017, je crois. Là, exactement. Mais ce que je veux dire, c'est que on a avancé, on a progressé. On est tous devant la télé, je pense. Ouais. Tous les fans de basket. Donc c'est déjà une très bonne chose. La prochaine sera la bonne. Puis j'aime bien ce genre de dire que on est quand même pour Monaco. Ça me fait penser à Zidane qui hier a dit qu'il serait un peu pour le PSG aussi quand même. Mais tu sais quoi, on m'a posé la question par rapport à Monaco. Et Monaco, je dis évidemment que je suis pour Monaco. Et on m'a posé la question, et si c'était Pau en finale de... ça serait peut-être plus compliqué. Voilà. Bon, Zidane est encore plus... Non, j'avoue que j'aurais été pour Pau aussi, mais peut-être un peu moins. C'est beau, on reste français avant tout. Mais partons de l'autre côté de l'Atlantique parce que nous on parle surtout NBA dans ce podcast, même si on aime bien parler d'un peu tout. Il se passe des choses, des belles choses. Encore une fois, on pensait que cette série entre les Knicks et les Pacers allait peut-être finir finalement plus tôt que prévu. Et elle a finalement pris un nouveau tournant hier soir, un peu à l'image des 500 miles d'Indianapolis qui avaient lieu le même jour. Waouh, l'enchaînement. Ouais, je l'avais un peu préparé. Ouais. Mais bon, voilà, New York était dominé donc de 20 points et on se dirigeait vers un 3-0 dans cette série avant que finalement New York revienne dans le troisième et surtout le quatrième quart-temps avec un Karl Anthony Towns complètement retrouvé avec 20 des 24 points marqués de son équipe. Ça fait 2-1, c'était quand même presque inimaginable. Alors à la mi-temps, ils étaient un petit peu revenus, mais c'était quand même dur d'imaginer que New York allait le prendre. Alors franchement, quand ils prennent les 20 points, t'as l'impression qu'ils jouent contre des enfants. Ils perdent des ballons, ils vont faire des alley-oops. J'ai en mémoire celui d'Obi-Toppin qui est vraiment trop simple. Donc tu dis qui est beau, mais qui est trop. Tu vois, c'est un 3 contre 1. Je crois que c'est Hart qui est dessous, qui peut rien faire parce que c'est le seul à avoir replié. Et là, tu te dis, ils vont en prendre une. Ils vont en prendre une, c'est fini. À 3-0, tu reviens pas. Sauf que, alors je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Pour moi, le match se joue déjà sur la fin de la première mi-temps. J'ai l'impression qu'ils reviennent à 13. C'est ça. Ils reviennent à 13, mais c'est. Je sais pas, l'esprit qui s'est passé. On a eu l'impression qu'Indiana s'est relâché. On a l'impression que les spectateurs se sont dit, tiens, on mène 3-0. Ouais. Et les Knicks, c'est pas ce genre d'équipe. En fait, ils lâchent pas l'affaire. Ils sont habitués. Ils l'ont fait 2 fois. Ils l'avaient fait 2 fois. Jusque-là, contre Boston, de revenir de 20 points. Là, c'est les premiers depuis 98 à faire 3 matchs. Ouais, mais tu savais qu'il était capable de le faire, vu qu'il l'avait fait dans la série précédente. Donc, je pense que c'est là qu'il commence à perdre le match. Ouais. Ensuite, t'as Nesmith qui se blesse. Et c'est une grosse embrouille parce que objectivement, il était à plus 15 quand il sort. Et ils sont à -1 quand ils re-rentrent. Donc il sort il reste 6 minutes dans le troisième. Il reste 6 minutes et il rentre, il reste 7 minutes dans le quatrième. Donc franchement, tu te dis,
sur ce moment-là, Nesmith qui avait été si important jusque-là, qui est un bon défenseur déjà, qui peut apporter ses solutions en attaque, et ben ça te met un petit peu dans une plus grande difficulté, tu mets plus de points, et t'as Karl Anthony Towns au 4e quart-temps, c'est pas Karl Anthony Towns, c'est un magicien, c'est incroyable. En fait, c'est le Karl Anthony Towns qu'on voit parfois, parce qu'on sait que le talent il l'a, mais je trouve qu'il l'avait donné un petit peu avec parcimonie contre Indiana pour l'instant. Là, il aura tout fait en 12 minutes. Il met 20, c'est 24 points. Donc, personnellement, il met 20, c'est 24 points. Il avait mis que 4 points jusque-là. Et d'un seul coup, il s'est dit, tiens, le match a commencé ? Bah, moi aussi. Et puis, dans tous les compartiments, à 3 points, il y a un dunk sur Nembhard qui est assez impressionnant. Et la faute, avec la faute en plus. Il prend, donc non, il a fait tout ce qu'il fallait. C'est-à-dire qu'il prend à 3 points, il va à l'intérieur, il fait des moves, il passe en vitesse. Comment il s'appelle, le pivot de... oui, le remplaçant. Non, pas le remplaçant, le Miles Turner. Ah, Miles Turner, okay. Son nom ne revenait plus. Il le passe en vitesse, il va mettre un lay-up aussi, et la faute... En fait, il aura fait un clinique de tout ce qu'il sait faire, en fait. Et c'est vrai qu'on attend ça de lui, mais ça reste encore par parcimonie, en tout cas pas dans tous les matchs. Le talent est là. La constance, pas toujours. Et on parlait un peu avant, justement, de Siakam, qui l'avait quand même assez bien défendu jusque-là. Qu'est-ce qui fait que peut-être là... alors parce que déjà c'était pas que Siakam, il y avait Miles Turner qui a défendu aussi. Le coup de commencer avec les deux grands, oui c'est Siakam qui défend sur lui, sauf qu'après ça switch, c'est Miles Turner qui se retrouve sur lui, c'est plus difficile pour lui parce qu'il faut sortir à 3 points, il est rapide sur les pénétrations, donc il faut s'adapter aussi pour Miles Turner. Et puis le gros changement, c'est quand même ce 5 de départ que Tom Thibodeau avait changé du coup avec Mitch Robinson. Exactement. Ça a apporté justement de la taille. Alors quand les deux étaient sur le terrain, c'était pas fou. Ça n'a pas forcément bien marché. C'était pas fou, mais dans l'absolu, tout ce qu'il a fait en termes de coaching, ça a été intéressant sur la fin de match. Parce que tu vois, Karl Anthony Towns un peu plus frais. Alors les fautes l'ont aidé aussi. Il a été obligé de s'asseoir. Mais tu vois, un Brunson qui est pas là vraiment sur le 4e quart-temps, mais qui rentre de temps en temps pour mettre un petit panier. Josh Hart qui est un peu en difficulté, et ben là... parce qu'il rentre pas, et ben là sur la fin lui qui avait fait les frais exactement, c'est lui qui se retrouve à être 6e homme, et en fait tu t'es rendu compte que ton banc, alors c'est pas le plus meilleur banc de l'histoire, mais t'as 2-3 mecs qui peuvent t'apporter quelques minutes. C'était pas Tom Thibodeau hier là qui a coaché. Alors c'est les fautes aussi qui l'ont contraint à faire ça. Même Miles McBride il prend 3 fautes en 1 minute je crois, donc il est obligé de le gérer aussi. Mais dans et donc Delon Wright et Landry Shamet. Ça c'est un peu une surprise. Ils n'avaient jamais joué quasiment pour l'instant. Je crois qu'il avait joué que 20 secondes, Delon Wright. Il joue 13 minutes. Exactement, et il donne de l'intensité, il donne de la dureté. Alors c'est pas parfait, alors oui, tu baisses un peu de régime, mais tu baisses pas tant que ça finalement. Ça te permet d'être un peu plus frais. C'est quoi la plus grande force d'Indiana ? C'est que justement, ils ont un roster hyper long, un banc hyper long, et ça te permet d'avoir des rotations et d'être bon sur les fins de match. Et ben là, pour une fois, New York était plutôt bon sur la fin de match. Ça va le changer à vie, ça ou Je crois que c'est bien ancré chez lui. Mais par contre, on a vu qu'il savait s'adapter quand c'était vraiment. Mais du coup, voilà, c'est sûr que les Knicks ont quasiment même été meilleurs sans Brunson, qui avait eu donc 5 fautes assez rapidement. Ils ont fait un plus 12 sans lui hier. D'ailleurs, sa 5e faute, il faut en parler aussi un peu. Ouais, il y a eu très moyenne. Il y a eu de l'arbitrage un peu. L'arbitrage a été. Il y a eu plein de coups de sifflet. Le marché de Towns. Qui est jamais non plus. Enfin, il y a eu quelques coups de sifflet très moyens. Ouais. Parlons un petit peu aussi d'Indiana qui, dès qu'ils encaissent beaucoup de points, en l'occurrence là j'ai vu 114, quand ils marquent plus de 114 points, c'est 10 victoires pour 0 défaite, quand c'est l'inverse c'est 0-3. On a perdu un peu le rythme aussi du côté d'Indiana, ce côté on tire vite, on en avait parlé avec Jacques vendredi, je sais pas si vous aviez vu sur les 3 comebacks. Le dernier quart-temps, il tire à 14 secondes de moyenne par possession, ce qui paraît un peu insensé, mais en même temps, après c'est sur des comebacks. Sans mauvais jeu de mots, les Pacers ont un pace assez élevé en général. Là, j'ai l'impression qu'ils l'ont perdu parce que New York a retrouvé cette agressivité défensive. Ils ont super bien défendu parce qu'ils ont été très agressifs effectivement et parce qu'ils étaient un peu plus frais. Et je me répète, mais Nesmith aussi il fait beaucoup de mal parce que lui, tu sais qu'il peut te mettre des points, tu sais qu'il peut te mettre de la défense. Et qu'est-ce qu'ils aiment Indiana ? C'est récupérer des ballons et courir. Sauf qu'ils ont eu beaucoup moins de facilité à le faire parce que Karl Anthony Towns était tellement bon en attaque que c'était difficile de récupérer des ballons, quoi. Et Haliburton aussi, qui a rejeté un peu la faute sur lui-même en disant « j'ai pas été assez bon » après son match
exceptionnel. Ouais, c'est le genre de phrase de stars qui veulent prendre un petit peu pour eux. Je pense que c'est l'équipe au complet. Et son coach, Rick Carlisle, l'a dit plusieurs fois. On n'a pas eu le jeu qu'on voulait, on a eu des shoots ouverts qu'on a ratés. Voilà, il y a des jours où on dit, bon, je crois qu'ils sont à 5 sur 25 à 3 points dans l'ensemble du match. C'est un peu léger pour battre une équipe de New York aussi combative. On peut parler aussi de Miles Turner. Je voyais là, on parlait déjà on pense déjà à la pré-saison du côté d'Indiana en essayant voilà, on va devoir. Ils sont prêts à payer la luxury tax. Voilà, qu'ils n'ont pas eu depuis 2005. 2005, c'est ça, exactement. On a les mêmes références. Je crois. C'est beau. Hein. C'est bien, on bosse au moins. Ouais, t'as vu. Ça montre quelque chose quand même. Forcément, il l'avait fait avec Nembhard aussi l'année dernière. Ils veulent garder cette ossature et Miles Turner. Est-ce qu'il ne le mérite pas, Miles Turner? Il a été combien de fois dans les rumeurs d'échanges, de trade, de je sais pas quoi? Avant le début des playoffs, on disait souvent bon, allez, c'est bon, maintenant il va falloir peut-être qu'il aille essayer de voir ailleurs. Il y a beaucoup de franchises, comme tu dis, qui. Moi je pense qu'il y a beaucoup de franchises qui seraient bien contents de l'avoir. Je pense aux Lakers notamment, je pense qu'ils seraient pas contents d'avoir un Miles Turner. Oui, par exemple. Mais voilà. Je pense qu'il est aussi prêt à rester. Bon, on verra comment se finit la saison. Il faut qu'il soit récompensé de sa patience, parce que vraiment, ce garçon, il faut se rendre compte qu'à chaque fois on dit qu'il va partir, il fait toujours ses saisons, il fait le taf, il est toujours présent. À un moment, t'es Indiana, t'as envie de le récompenser, je pense. Et lui, je pense qu'il a montré son attachement à cette franchise et que c'est le moment de lui donner un petit chèque, quoi. Et ça montre. On parle de NBA, mais un petit gros chèque. Il est à 20 millions. Alors que les autres, c'est le double. C'est sûrement le double. Ça me fait, du coup, on voulait parler un petit peu de ça, de ce côté intérieur qui revient un petit peu en force dans ces playoffs et encore plus là dans les matchs qui comptent vraiment, les finales de conférence et même les demi-finales. Quand on parlait de cette ère du 3 points, et notamment on l'a vu avec Boston, qui est un petit peu mort avec son concept. Là, alors, tu me le disais en off un petit peu avant, il y a du oui, il y a du non sur le côté rétro basket, de jouer avec deux gros intérieurs dans la peinture. En fait, il y a deux choses sur les intérieurs actuels. C'est soit c'est des mecs qui roulent très très vite au cercle et qui sont servis sur des passes lobées, des alley-oops, etc. Il n'y a plus vraiment de post-up comme on l'entend. Plus au Thunder, du coup, ça au Thunder, par exemple, mais les Cavs jouaient un petit peu comme ça, avec Jarrett Allen dans le même style. Soit tu as des mecs qui font des pick and pop, comme Miles Turner, qui est capable de le faire, par exemple, et Chet Holmgren, qui peut le faire aussi dans cette les meilleurs savent tout faire, en fait. Ouais, les meilleurs savent tout faire, mais c'est vrai que c'est des mecs qui jouent plutôt bien à 3 points et qui peuvent écarter le jeu. Donc, j'entendais Fred Schweikart, justement, hier, cette nuit, voir un pivot tirer à 3 points dans les années 90, on le sortait tout de suite. On a eu cette conversation, parce qu'en fait, il me chambre souvent, Fred, en disant, mais toi, t'étais pas capable de shooter à 3 points. T'avais pas le droit. Si, mais c'est juste qu'on n'avait pas... c'était pas normal de shooter à 3 points. On avait d'autres options, on devait faire autre chose. Et c'est vrai que le jeu s'oriente de plus en plus, s'est orienté pendant un moment de plus en plus sur le shoot à 3 points. On est en train de revenir un petit peu sur ces intérieurs. Mais ce que j'aime chez Indiana, c'est que le poste 5, c'est pas celui qui poste, qui fait les post-up. Post-up, c'est Siakam. Oui. Et Miles Turner, justement, comme il a cette capacité à écarter, il va t'écarter le jeu. Et par contre, en défense, il peut défendre sur un 5. Et il peut surtout être en aide et protecteur de cercle. Je trouve que le combo est parfait de ce point de vue-là. Sauf quand tu tombes contre New York, qui parfois peut faire des choses hyper intéressantes avec Karl Anthony Towns et Mitchell Robinson. Et comme par hasard, il a joué avec deux intérieurs hier. Minnesota, eux, c'est encore un petit peu différent avec Rudy Gobert, forcément, mais on a ce côté aussi fuyant de Julius Randle. T'as Julius Randle, t'as Nasrid. Nasrid qui est très fuyant, lui. J'ai l'impression qu'il a peur d'aller dans la peinture parfois, alors qu'il a vraiment tout en stock, lui aussi. Offensivement, c'est juste un monstre. Moi, j'aime beaucoup. Il peut finir main droite, main gauche, il a plein de choses. Le petit hook qu'il a, mais c'est vrai que on a cet intérieur à l'ancienne avec Rudy Gobert un peu, mis à part le post-up qu'il ne sait pas faire, ou en tout cas qu'il n'utilise pas. Sinon, t'as un vrai intérieur à l'ancienne qui pose de bons écrans, qui apprend des rebonds offensifs et qui défend dur. Moi, j'aime beaucoup Julius Randle, parce qu'on parlait surtout des postes 4 au départ. Et en poste 4, je trouve que Julius Randle, il a énormément progressé cette année. Incroyable. Il frise moins le ballon, il sait que la première option, c'est pas lui, il sait qu'Anthony Edwards, c'est le mal alpha,
et il va lui donner le ballon quand il faut et il va pas forcer les choses. Et ça c'est quand même un énorme progrès pour Julius Randle. Ouais, sauf que il joue des finales de conférence un peu bizarres, Julius Randle. Ça fait 2 matchs qu'il joue plus le 4e quart-temps. Même s'il fait un bon match encore, hein, je crois que c'est 24 points. Il fait 24, ouais. Voilà. Comment c'est dur d'apprécier, de donner une évaluation de cette finale pour l'instant à Julius Randle. Ouais, c'est dur parce qui avait que fait des très très bons playoffs. Premier match, il est très bon et c'est Anthony Edwards qui est pas bon et donc il passe complètement à la ramasse. Deuxième match, Anthony Edwards est pas mauvais. Julius Randle, il met 6 points, je crois. Donc lui, il est complètement je crois que sur 6 cartons, il avait marqué entre le premier et le deuxième, c'était 14 points. C'est ça, donc c'était hyper dur pour lui. Et par contre, là, je trouve qu'ils se sont retrouvés. Alors oui, il finit pas le match, mais c'est pas vraiment le plus important parce qu'il a besoin d'apporter ses points et de lancer un petit peu la fusée parce qu'Anthony Edwards, tu sais que sur la fin, s'il est amené bien, il va te finir le match comme il faut. Donc, je pense que Julius Randle, il taffe dur. C'est pas Julius Randle, on sait que ça peut être irrégulier parfois, hein, malheureusement, c'est comme ça. Mais tu sais aussi qu'il est dur, que sur les premières minutes du match, quand ton équipe est pas dans le coup, lui, il va être dans le coup, il va te permettre d'être proche au score. Et après, c'est aux autres de faire la différence, j'ai envie de dire. Et surtout, Anthony Edwards, évidemment. Anthony Edwards, évidemment. Un peu tôt encore pour dire qui est le vainqueur du trade entre les Wolves et les Knicks à l'intersaison. Déjà, la question, c'est est-ce qu'il y a déjà un perdant ? Pour l'instant, tu n'as pas de perdant. Évidemment, non. T'as aucun c'est perdant. Ça qui est beau. Les deux sont en finale de conf. Ouais. Et je trouve que pour l'instant, chapeau. Ce sera cool. sur plusieurs saisons qu'on appréciera vraiment la chose. Mais c'est assez impressionnant. Et j'ai bien aimé aussi son discours. Alors tu me diras, ils sont peut-être tous comme ça parce que, par exemple. Ils sont un peu formatés sur les discours. Je ne sais pas quel discours, de quel discours tu vas parler, mais tu sais que c'est un peu. Sur le fait de pas jouer du 4e et de dire que c'est pas grave, c'est aussi un X qui l'a dit, je sais plus qui hier, Josh Hart. Josh Hart qui a accepté le fait de pas commencer. Ouais. Il l'explique, apparemment ça s'est décidé avant le Game 6 contre Boston, donc ça fait déjà un moment. Ce côté quand même, c'est des joueurs qui sont prêts à tout pour la gagne, et il y a plus ce côté un peu star aussi. Alors c'est pas les plus gros stars de leur équipe. Alors il y a ce côté star, mais il y a ce côté plus intelligent. En fait, c'est beau ça. Ne pas être capable d'assumer ça, ne pas être capable de dire que tu l'assumes, surtout même si c'est pas tout à fait vrai, mais au moins le dire, c'est une erreur stratégique monumentale. Donc je suis ravi qu'un Julius Randle soit un mec suffisamment intelligent pour comprendre qu'il vaut mieux dire c'est pas grave, même si au fond de lui, évidemment qu'il a envie de jouer les 4e cartons, sinon il fait pas du basket. Il fait de la danse classique, et encore, je suis pas sûr que dans la danse classique, t'aies pas envie de finir non plus sur des bonnes notes. Je veux bien voir Julius Randle à la danse classique. Honnêtement, il a des bons appuis. Hein. Alors oui, il est un peu lourd du haut, mais il a quand même de très bons appuis. Ouais. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est le fait d'assumer en public que oui, il aurait préféré jouer, mais que c'est pas grave parce que pour le bien de l'équipe, ça c'est une vraie forme d'intelligence. Ok. Parlons, t'en as un peu parlé évidemment d'Anthony Edwards qui a su élever son niveau de jeu dans le Game 3. Est-ce que lui aussi il manquait un petit peu de rigueur et de constance dans ses playoffs? Là, est-ce qu'on peut imaginer qu'il est vraiment lancé ou OKC et sa défense peut... C'est hyper dur. Je sais la question. Ça... Non, en fait, je comprends ta question, mais ma réponse elle est un petit peu soft, j'ai envie de dire, parce que OKC ça défend tellement bien. Il y a tellement de mecs que tu peux mettre en position sur lui. Il y a tellement cette capacité à fermer tellement la peinture et obliger Minnesota à prendre des shoots à 3 points et qu'il lâche le ballon. Et à partir du moment où il lâche le ballon, forcément il l'a plus et donc il peut plus marquer, etc. Et il est plus dépendant de ses coéquipiers. Donc ça dépend vraiment de... Tu trouves pas justement quand même qu'il portait un peu trop le ballon du fait ça manque de meneur aussi un petit peu à Minnesota et qu'il se fatiguait Et à part Conley, t'as qui comme meneur? Mais c'est bien ça le problème. C'est DiVincenzo parfois qui joue meneur. En tous les cas, dans la saison régulière, c'est lui qui a... Et là, c'est le petit Shannon du coup qui est un peu rentré. Qui a été magnifique en 13 minutes. Incroyable ce qu'il a apporté. Mais est-ce qu'il sera capable de reproduire le même schéma? Je suis pas certain. Mais je suis d'accord, il est obligé de porter le ballon parce qu'il faut qu'il y ait de la création. Ça manque parfois un peu de création parce que justement, ça défend tellement bien du côté de Casey que si tu fais pas bouger cette défense, tu l'as subi. Ouais. Et si tu as subi, tu vas te retrouver à prendre des shoots, tu vas dépendre de ton adresse, tu rates, tu vas commencer à perdre un petit peu la confiance et ainsi de suite, quoi. Donc là, comment tu le sens lui, il est chaud. Et le match 4 Le match 4, franchement, globalement, c'est impossible de déterminer. Est-ce que dur, là, est-ce que c'est un feu de paille
ce qui s'est passé sur le match 3. Surtout au vu du score, quand on prend 42 points, c'est quoi? On réagit. Le score, c'est rien du tout. Enfin, ça n'a aucune importance. Ça compte pas. Non, ça n'a aucune importance. Ils l'ont lâché, même limite pour. Des deux côtés. Sauf que d'un côté, quand même, du côté de Minnesota, on va se dire, on est capable de les battre. Et du côté d'OKC, on va se dire, ils sont en train de se rebeller un petit peu, il va falloir resserrer les vis. Donc c'est vraiment difficile d'estimer ce qui va se passer sur le match 4. Ce que je sais, c'est que ce sera un match plus dur, parce que physiquement, Minnesota a cette capacité à jouer dur aussi, et sur les 2 premiers matchs, ils ne l'ont pas montré. Ils ont été bien meilleurs sur ça. Donc s'ils sont plus durs, ils vont au moins embêter OKC. Et si ça s'embête sur la fin de match, tu sais pas, parce que quand tu as Anthony Edwards, tu sais pas ce qui va se passer. Ouais. Mais en tout cas, ils ont plutôt intérêt à le gagner quand même, je pense, les Wolves, parce qu'après... si tu perds celui-là... Là, ça risque d'être un peu compliqué. Tu te mets un peu dans la misère, mais en même temps, est-ce que tu te dis pas que de l'autre côté, si c'est les Wolves qui gagnent celui-là, il n'y a pas un peu de pression pour le Thunder ? Parce que oui, tu reviens chez toi, mais t'es à 2-2. Bien sûr. Et ce serait beau, parce que remonter un 2-0, là par contre, ça joue dans les têtes, même peu importe le score, plus 42 ou pas. On n'a pas parlé de SGA qui est là, moins répondu présent. Mais il passe à côté, on a tous le droit de passer un petit peu à côté. Et puis, les autres en face, c'est pas des idiots. Hein. Ils ont bien compris comment il fallait défendre, qu'il fallait être un peu plus dur. T'as une soirée un petit peu sans. Toi, tu joues un petit peu mieux défensivement de l'autre côté. Voilà, ça arrive. Honnêtement, sur la saison régulière et même les playoffs, il n'a pas enchaîné 50 matchs de suite très mauvais. C'est très rare qu'il enchaîne les matchs mauvais. Donc logiquement, il va répondre présent, il va être bien meilleur sur les prochains matchs. C'est le supporting cast qui m'inquiète un peu plus, qui parfois répond un peu moins près. Jalen Williams qui avait un petit peu eu du mal parfois. Tu vois, les Hartenstein, je sais pas, parfois je me pose des questions. Lou Dort qui peut rater une vache dans un couloir parfois. Donc tu vois, il y a beaucoup d'interrogations sur le supporting cast qui potentiellement est hyper intéressant, un Caruso par exemple, mais qui parfois répond pas toujours présent. Je voulais t'entendre parler un peu, vu que tu viens pas souvent dans le podcast, sur ce débat qu'il y a sur les fautes de Shai. Selon toi, est-ce qu'on a le droit de lancer le débat ou c'est finalement le basket et de provoquer les fautes? Je vais te dire la vérité, j'en ai marre. J'en ai marre de ce débat. Il s'est un peu calmé vu qu'il n'y a pas eu beaucoup de fautes. Déjà, mais il faut quand même se rendre compte de comment joue chez Gilgeous-Alexander. Il est très rapide et il va vers la peinture. Donc forcément, tu vas provoquer des fautes. Évidemment. C'est logique. Enfin, je comprends même pas que les gens puissent se poser la question par rapport à ça. Après, qu'il y en ait une ou deux qui soient un petit peu évidemment, parfois. Mais on en a parlé en début de podcast. Est-ce qu'il n'y a pas eu des coups de sifflet qui a été un peu bizarre dans le match New York-Indiana ? Oui, il y en a. Mais quand tu as ce volume de jeu, quand tu as le ballon dans les mains, quand tu vas aussi vite et quand tu attaques toujours le cercle, forcément, tu vas provoquer des fautes. Il y a rien de choquant à ça. C'est quand même un joueur extraordinaire. Et finalement, quand on regarde par rapport à toutes les fois où il pénètre et les fois où il a des lancers francs, c'est pas tant que ça, en fait. Non. Je regardais un podcast, j'écoutais, et c'était un podcast filmé, mais j'écoutais un podcast espagnol où le mec expliquait que c'était loin d'être celui qui avait le plus de... Dans la saison régulière Dans la saison régulière, mais même en play-off en général, sur l'ensemble des saisons NBA. Donc, à partir de là, oui, c'est un joueur qui a le profil pour provoquer des fautes, qui va avoir des lancers francs, et c'est normal parce qu'il est hyper agressif vers le cercle. Mais voilà, c'est des débats qui arrivent quand on devient MVP aussi. Mais tu sais, il y avait le débat juste avant sur Nikola Jokic, en disant est-ce qu'on n'a pas fait trop de fautes sur lui ? C'est vrai. Mais en fait, d'un côté, il y a trop de fautes, puis de l'autre côté, il n'y en a pas assez. Il faut arrêter. Les arbitres sont quand même d'une bonne qualité. Ils font des erreurs comme les joueurs, comme les supporters quand ils disent des choses parfois, comme les êtres humains normalement. Ils ne le font pas exprès. Ils ne favorisent pas des joueurs pour les favoriser. Et ils n'handicapent pas d'autres joueurs pour les handicaper volontairement. Tu vois, quand on me dit Caruso, quand il défend sur Jokic, il fait 50 000 fautes, pas tant que ça en fait. On avait cette discussion avant le dernier match où tout le monde me disait regarde les fautes. On a regardé image après image. Il y en a une peut-être, oui. Et Shai sur le match 2 ou 3, pareil, il y a quasiment aucune faute. Il y a une ou deux fautes, et encore une que tout le monde considère qui est faute, où il n'y a pas faute, sauf qu'on voit le pied, c'est ça. Et tu vois qu'il y a faute quand même. Et donc au contraire, c'est que les arbitres sont bons sur cette action. Donc à un moment... Il faut le dire aussi, c'est quand même des joueurs, Jokic et Shai, dans des registres totalement différents, qui savent très bien vendre aussi.
Les fautes. C'est des acteurs d'Hollywood, c'est sûr. C'est pour ça que certains spectateurs le Oui, mais alors... Mais moi, c'est ce que je dis. Est-ce que Brunson, c'est pas aussi un acteur parfois? Bah si. Il est très bon à ça. Mais ça fait partie de... Après, c'est juste de dire que certains joueurs ont plus de coups de sifflet que d'autres. Oui, parce qu'ils sont plus agressifs. Mais oui, voilà. C'est aussi ça, la NBA. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour sur ces... C'est toi qui décides. Moi, je ne viens que trop ponctuellement pour décider. Je crois que tu reviens quand même dès vendredi. Vendredi, je crois que je reviens. Dès vendredi, après, je ne sais pas, mais en tout cas... Après, c'est fini, on se reverra plus jamais, je pense. Ah non, quand même. On se reverra, mais il y a les finales, quand même. Oui, il y a les finales, c'est vrai. Là, si tu devais dire des finalistes, est-ce que c'est ceux qui ont l'avantage ou il y a une petite surprise? OKC, pour moi, oui. OKC, parce sûr. Alors, sûr, non, mais, non, pas sûr, si je devais en choisir, ce serait OKC. Et de l'autre côté, je dirais que les Knicks ont pris un vrai match important, là. Un vrai match tournant. Le match 4 sera évidemment, mais j'enfonce une porte ouverte, extrêmement important, mais si t'es à 3-1, c'est fini. À 2-2, c'est les Knicks qui passeront. Ouais. Ok. Mais c'est marrant parce qu'à chaque fois on disait c'est le match 1, le match 3, le match 5 qui sont pivots. Là j'ai l'impression dans cette playoff que tous les matchs sont tellement, il y a des comebacks, des changements. T'es capable d'aller sur les deux en 7, hein. Vraiment, hein. T'es capable sur les deux d'aller en 7. Alors, encore une fois, Minnesota, je ne mettrai pas une pièce sur ça, mais Indiana, New York... Bon, ça se sent capable, un peu depuis le début quand même. Oui, bien sûr. Mais au début, quand tu prends les 2-0 à la maison, tu te dis c'est fini. Oui, bien sûr. Et ça pourrait en plus monter un peu en intensité, en petits coups bas aussi. Je trouve c'est ça qu'on aime bien. On pourrait encore monter un peu là-dedans. Alors t'inquiète pas, ça va monter là. Voilà, très bien. Bon bah parfait, on suivra ça en tout cas. Merci Fred. Merci à vous de nous suivre comme d'habitude et on se retrouve donc vendredi pour un prochain épisode. Salut. Bye.